Le travail du forgeron, à ces époques-là, c'est, comme disait Flo, c'est les armes. De toute façon, les trois quarts du temps, un forgeron, il faisait un couteau, le couteau, il servait à la maison pour couper la viande, on va faire la guerre, on prend le couteau, on le met dans la ceinture, on va trucider le gars d'en face avec le couteau qui va servir à la cuisine après. Faut penser qu'il y a tout dans un esprit des armes. On fait des armes, non, les armes, il y avait les seigneurs qui avaient des épées. Les trois quarts de la piétaille, ils avaient des lances parce qu'il y a moins de métal, donc ça coûte moins cher. Et comme c'est le seigneur qui payait pour son armée personnelle. Là, on est au XIIIe siècle. Non, on est chez les même Gaulois. chez les Gaulois. On est chez les Gaulois. Ah oui, déjà. Le Gaulois ne se battait pas tous avec une épée. Une épée, c'était les seigneurs gaulois. La piétaille, il se battait avec des lances, avec des couteaux, avec une hache s'il avait une hache, et puis un morceau de bois pointu s'il n'avait que ça. Le gars. Les boucliers, pareil, il y avait une toute petite partie en métal pour protéger la main. Mais pourquoi le bouclier n'était pas tout en métal? Parce que le bouclier, déjà, était une arme. On lui mettait en travers la tronche, voilà, et puis ça te protégeait. Mais la seule partie qui était protégée, c'était l'embout et la poignée à l'intérieur. Et encore, il y en a beaucoup qui étaient en bois. Ça nous ramène, pardon, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Et là, ça nous ramène directement à ce que tu parlais, à ce dont tu parlais, pardon, au niveau des renforts, etc., qui pouvaient être faits. On peut faire un couteau. Après, on a besoin d'une plaque de métal, ben on prend un lingot. Ouais, c'est ça. Et puis on étire le lingot, on le remet dans la position. Alors aujourd'hui, il est vrai qu'aujourd'hui tout est fait en laminé, etc., etc. Mais les premiers laminoirs, c'est fin Moyen-Âge. Hein. C'est ça. Voilà quoi. Donc avant, eh ben, il y a des gars avec une masse, hein, sur des enclumes, qui emmenaient la matière dans la forme qu'on voulait. Et puis ma foi, souvent on me dit ah mais à l'époque, là on parle vraiment métallurgie, mais on parle aussi économie. Parce que le côté. Souvent on me dit ah mais les gens ils avaient le temps. Non, ils n'ont pas plus le temps, ils n'ont juste pas le choix. C'est ça. Donc tu es sur un matériau noble, entre guillemets, et surtout qui coûte cher. Forcément, le but du jeu, c'est de le transformer au mieux avant d'aller vite. Parce que tu ne peux pas te permettre de faire de la merde. Il y avait éminemment, à mon avis, des gars qui faisaient des clous de merde, des machins entre guillemets, ils n'avaient pas bonne réputation, il n'y avait que. Mais quand tu travailles sur des machines militaires, je pense en particulier sur des machines militaires, les forgerons qui sont là, c'est des gars, on les a pas pris pour rien. Et forcément, alors après, on avait ces histoires d'épaisseur, tu disais qu'on n'a pas de traces, etc., etc. Et ben, ça faisait sûrement pas 10 d'épais. C'est ça. Parce que on est à 2-3 peut-être. Oui, on doit être à 2-3 mm, parce que c'est suffisant pour la rigidité, mais ça c'est l'expérience qui te le dit. C'est suffisant pour la rigidité, ça représente plus de travail, mais ça permet de gagner plus de matière. Il faut vraiment avoir cette idée d'économie de matière, parce que la matière coûte cher. C'est quelque chose qui nous est compliqué, nous, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'acier... Ah ben, tu fais un truc, ça marche pas, tu dis, tu jettes, ça, jamais. T'en reprends un autre, jamais. Un Gaulois, un Romain n'aurait jamais fait ça. Jamais tu jettes un bout de fer. C'est pas un point. Jusqu'à l'époque, même Far West, des trucs comme ça et tout, c'était toujours la même chose. Les gens récupéraient les outils, ils refabriquaient d'autres outils avec des vieux outils qui ne servaient plus. Toujours. Une vieille râpe, une vieille lime, ils faisaient un couteau dedans, ils faisaient une hache, qu'après ils allaient troquer contre des choses et tout. Et les gens récupéraient tout. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui dit que sur le Scramasax est un couteau d'époque viking, avec la pointe descendante. C'était souvent fait dans des épées qui avaient été cassées. Le gars récupérait, il faisait un petit couteau avec l'épée. Voilà, c'est tout. Et c'est logique, si on veut aller par là, c'est logique. Quand tu passes des heures pour fabriquer 3 ou 5 kilos de métal, tu ne vas pas t'amuser à prendre le truc, à le jeter. Maintenant, on est dans une société consommation où on jette. Mais à l'époque, tout était recyclé. Et jusqu'au milieu du 19e siècle. Jusqu'au milieu. Et encore, jusqu'au milieu du 20e siècle, dans des kilomètres de forges de village, où quand le gars, il savait ce qu'il avait, enfin, il n'y avait pas de... Je dirais, il n'y avait pas de perte, tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix. Il faut vraiment voir cette idée entre guillemets, de réutilisation et de durabilité de la matière. Souvent, on a très peu finalement par rapport au bronze. C'est ce qu'on fait maintenant pour être à la mode. Voilà. Non, mais souvent c'est vrai, hein, on retrouve... un des exemples que j'aime à donner, c'est qu'on trouve beaucoup de choses en bronze ancienne en archéologie. Pourquoi? D'abord, parce que le bronze, une fois qu'il est dans la terre, il s'oxyde en surface et après il est immuable, il ne bouge plus.
Contrairement au fer, qui lui, s'il est dans une terre humide, avec un apport d'oxygène, de feu, etc., va se désagréger. Il va retourner à son état minéral, en fait. Et puis surtout, bon, moi je suis intervenant aujourd'hui au musée de la guerre au Moyen-Âge en Dordogne. J'explique souvent aux gens que, oui, on voit des épées dans les vitrines parce que c'était un objet de prestige. C'était un objet de pouvoir et de prestige. Mais le socle de charrue qui était cassé, comme on disait, hein, et puis sans forcément refaire des petits objets, hein, on en amalgamait plusieurs pour refaire des bandages de chariot en permanence. Les fers à chevaux qui étaient usés, aujourd'hui ça part à la benne, c'était hors de question. C'était un acier qui avait été épuré par le frappement au sol par le cheval. En plus, hein, c'était un acier où les fibres étaient serrées, donc c'était un acier de meilleure qualité. Le cheval avait fait le boulot. C'est ça. Voilà. C'est quand même fantastique, tout ce travail et toute expérience que vous avez, ce qui me fait dire qu'en fait, c'est parce qu'on a ouvert des livres. Ça, c'est le travail au départ de nos professeurs qui nous ont donné le goût d'ouvrir un livre. Bon, je pense qu'on le dit tous les deux la même chose quand on fait les démonstrations. On ne les fait pas ensemble, hein, mais on fait la même chose. Et on se connaît. Ouvrez un livre. Et peu importe le livre. Voilà. Ouvre, lis et essaye de comprendre pourquoi ça se faisait comme ça, pourquoi si. Parce que des fois, les gens disent, mais pourquoi ils veulent. Alors les couteaux, ils allaient les acheter où? Ils les achetaient pas, ils les fabriquaient. Le métal, bah oui, mais posez-vous la question, d'où vient le métal? Il y a un arbre à métal, il y a des carottes en métal qui poussent, d'où vient le métal? Les gens, quand tu leur dis c'est un caillou. Non, bah c'est un caillou le métal. Et comment tu fais après pour devenir un caillou, pour devenir une barre de métal? Et voilà. Alors, on en revient à ça juste après là. Je pense qu'il y a quand même un point important. Par exemple, pour cette baliste, avant, elle va peser lourd si elle est entièrement plaquée. Ça veut dire comme c'est quelque chose de très cher, ça veut dire qu'il la protège. C'est une de mes questions aussi parce que ça veut dire qu'il les démonte et il les transporte sur chariot. Après, il y a un truc aussi, c'est que quand ils fabriquaient, à l'époque, ils fabriquaient avec du bois vert. Oui, tout à fait. Et donc le bois vert, il faut le cercler, il faut le tenir pour pas qu'il bouge trop quand il est. Parce que si tu as fabriqué une baliste, si le bois commence à se tordre dans tous les sens. La baliste, elle va plus du tout tirer où elle va tirer beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Comme ça part sur une construction bois vert, il faut le cercler. Donc forcément, il y a les bandes de métal qui se mettent autour et qui font… C'est une des questions auxquelles on est confronté aujourd'hui parce qu'en fait on a du lamellé, même en bois qui est collé visiblement aussi à la colle de poisson ou de colle d'os. Oui. Et on a des cerclages métalliques et on se demande vraiment s'il y a une utilité, mais visiblement oui. Donc on va se tourner vers ce plaquage et ce cerclage. Je pense que, moi je ne suis pas un spécialiste de la baliste, hein, mais structurellement, ce métal va permettre la rigidité de la balise qui, sur le moment du balancier, va avoir besoin de ce poids, de cette stabilité, même s'il y a des poids autour pour la tenir. Donc oui, forcément. Et puis le côté labellé-collé avec les colles de poisson et tout, fait que les frictions sont dans des sens différents, donc différentes, d'ailleurs ça se conjugue, hein, ES. Voilà, donc, et donc c'est ce qui va permettre tout cet ensemble, parce que la baliste en elle-même, elle ne risque pas par rapport aux gens qui reçoivent les pavés sur la gueule, puisqu'elle est loin et que les gens ne vont pas attaquer la baliste. Non, il y a très très peu de cas où on voit ça. Voilà, donc c'est souvent un truc de siège, donc les gens sont loin, ça ne risque pas de l'abîmer, même de mettre une flèche enflammée dessus et tout, encore ça s'éteindrait vite. Donc c'est juste, je pense, une tenue structurelle d'un outil où avec le bras de levier, on va se retrouver à plusieurs tonnes d'un coup qui va partir. Donc, okay, là c'est un arc. Oui, c'est vrai que c'est l'arc sur la baliste, tu sais, c'est le système d'arc. Oui, j'étais sur une… C'était sur un trébuchet. Un trébuchet.